Quand Vera, la responsable de l'Humexplore, a proposé différents thèmes, je pensais que le thème des débris spatiaux c'était à la fois important et utile de vous en parler parce que c'est un vrai sujet. Loin de moi, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent du CNES dans le film, mais loin de moi de minimiser le problème. Et en même temps, c'est un sujet évidemment très anxiogène. Et quand on met toutes les informations les unes à la queue leu après les autres, là on peut se faire peur facilement et se dire bon ben ça y est quoi, on est foutu, il y a des charges qui tournent autour dans l'espace, on ne fera rien, on n'y peut plus rien, etc. Ce qui n'est pas le cas. Il y a des images effectivement que vous avez vues avec tout un tas de débris qui tournent là qui sont extrêmement aussi anxiogènes. Il y a d'autres personnes qui vous disent la densité est telle que grosso modo l'image qui est donnée parfois c'est de dire je verse 1 litre de lait dans la Méditerranée et puis la probabilité qu'un bateau rentre dans ce litre de lait, elle est infinitésimale, donc c'est à peu près pareil dans l'espace, c'est densité, donc il n'y a rien, c'est pas grave. Et évidemment, la vérité, elle est entre les deux. Et ce que je voulais vous montrer là, en quelques planches, alors comme la pédagogie, c'est la répétition, vous allez voir des choses que vous avez déjà vues dans le film, je vais essayer d'aller vite, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir dialoguer avec vous et répondre à vos questions. Mais c'est de vous rappeler rapidement est-ce que c'est un débris spatial, d'où ça vient et comment surtout on peut lutter contre leur prolifération. Donc je vais vous passer quelques planches, je vais essayer parfois d'aller vite, donc voilà, ne soyez pas surpris si je passe certaines planches très très rapidement, mais c'est pour donner le temps de discuter et de répondre à vos questions. Alors, rapidement aussi de quelle orbite on parle. Vous avez vu dans le film, il y a plusieurs orbites. C'est pas compliqué, il y a 3 types d'orbites pour faire court. Les orbites basses, qui sont des orbites entre 500 et 1000 km autour de la Terre. Celles-là, les satellites tournent très rapidement, ils mettent 1h30 pour faire le tour de la Terre et donc ils balayent toute la Terre. L'orbite géostationnaire, qui est au contraire beaucoup plus haute, à 36 000 km, et où là vous avez tous les satellites de télécommunication. Orbite basse, vous avez surtout les satellites d'observation de la Terre. 36 000 km, le satellite il tourne à la vitesse de la Terre, donc il reste fixe au-dessus d'un point de la Terre, et c'est ce qui permet de faire les communications et les satellites de télécommunication. Puis entre les deux, les orbites qu'on appelle MEO, là c'est un compromis entre je veux aller loin pour pas passer trop vite au-dessus d'un point, et en même temps je veux pas être trop loin parce que j'ai besoin de capacité de télécommunication. C'est les satellites de géopositionnement, notamment Galileo, GPS, qui sont entre 10 000 et 20 000 km. Donc les débris vont être autour de ces orbites. Alors, c'est quoi un débris spatial et d'où ça vient? Vous avez vu, on a ces images dans le film en bas à gauche, l'exemple de Sputnik, le premier satellite, et pour vous dire pourquoi, quand on lance un objet spatial, déjà on crée des débris. Vous voyez, la charge utile, le satellite lui-même, celui qui faisait bip bip. Ceci dit, ça fait rire qu'il faisait que bip bip, mais il ne faisait pas que bip bip parce qu'il a affolé tous les États-Unis, il a changé juste la face du monde, ce satellite, parce que les gens ont compris qu'avec un satellite qui leur passait sur la tête, il y avait peut-être des dangers qui arrivaient, qu'il fallait réagir vite, etc. Donc c'était une action très forte de l'Union soviétique à l'époque que de lancer ce satellite. 84 kg, donc c'est pas si gros que ça. Par contre, l'étage qu'il a lancé, le dernier étage du lanceur, qui a permis à ce satellite d'arriver à 7-8 km/s en orbite, eh bien, il faisait 6 tonnes 5, et quand on lâche le satellite, le dernier étage, il est à la même vitesse que le satellite, on le libère, et donc l'étage lui-même, il reste en orbite. Et donc lui, il ne sert à rien, il devient un débris spatial. La coiffe du lanceur qui a été ce coup-là séparé très haut en atmosphère est aussi devenu un débris 100 kg. Donc il y a finalement 1,3% de la masse qui a été satellisée, qui a été mise en orbite, juste 1,3% qui est vraiment utile à la fonction, et le reste, c'est du débris spatial. Et puis après, dans le temps, ça aussi ça a été expliqué dans le film, Sputnik, il a travaillé, enfin il a fait bip bip pendant 21 jours, et puis il s'est désorbité tout seul, parce qu'il n'était pas très haut, donc au bout de 3 mois, il est rentré tout seul dans l'atmosphère, et au bout de 3 mois. Donc en fait, il y a eu les 3/4 de sa vie, il a été un débris spatial. Et c'est ce qui existe aujourd'hui avec tous les satellites, et jusqu'à récemment, c'était le cas aussi de nos lanceurs. Ariane 5, typiquement, son dernier étage qui lançait les satellites, n'était pas réallumable et ne pouvait pas rentrer et était satellisé avec le satellite. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui tous les anciens lanceurs, qu'ils soient chinois, américains, russes, français,
qui sont en orbite parce que les derniers étages étaient satellisés avec le satellite. Ariane 6, la nouvelle version d'Ariane, a un moteur réallumable, et quand on a séparé les satellites, le dernier étage se trouve en orbite, et on réallume son moteur pour le freiner et le faire rentrer, et il brûle aussi lui dans l'atmosphère. Donc on a évolué par rapport à ce problème. Le deuxième source de débris, c'est ces fragmentations spontanées. J'ai mis des guillemets parce qu'on ne sait jamais si elles sont vraiment spontanées ou pas. Donc là, vous voyez à droite, on suit un satellite depuis le sol. On suit un satellite avec un télescope. C'est le satellite Intelsat 29E. Voilà, c'était en janvier 2016, il y a quelques temps. Et vous voyez, c'est le point fixe au milieu de l'image. Là, il n'est pas très lumineux. Là, il devient plus lumineux. Et puis tout d'un coup, boum, il se passe quelque chose. Et puis là, le satellite explose. Donc ça, c'est des satellites qui sont en fin de vie. Des fois en vie opérationnelle, mais ça c'est plus grave, mais souvent en fin de vie, qui n'ont pas été conçus pour être, comme on dit dans le film, passivés, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie à bord, il y a les batteries qui vieillissent, qui sont plus ou moins chargées, qui continuent à se charger avec les panneaux solaires, et donc au bout d'un moment, ça crée des problèmes. Les structures, on a des structures avec des sous-pressions dans les satellites qui ne sont pas vidées, donc la pression reste à bord, et puis là pareil, les vannes vieillissent, et donc à un moment donné, il peut y avoir des explosions. C'est la deuxième cause de débris, c'est ces explosions spontanées de vieux objets dans l'espace. Alors là aussi, maintenant on les conçoit différemment, on en reparlera. Troisième cause, c'est les collisions, et là c'est l'exemple qui a été donné dans le film. Vous voyez le satellite Iridium 33 et puis le vieux satellite russe Cosmos qui se sont rentrés dedans. Alors là, la probabilité que ça arrive est extrêmement faible, évidemment, mais quand ça arrive, ça produit un très grand nombre de débris. Et ça, c'était une cause très importante, on va le voir sur les courbes après, de création de débris aujourd'hui autour de la Terre. Vous voyez, on a cette vue où on voit les orbites des deux satellites autour de la Terre, et les orbites, ça c'est des simulations qui montrent les débris, avec des mesures, c'est des simulations mais validées par des mesures, qui montrent que les débris des deux satellites en fait restent sur leur plan d'orbite et créent ces débris tout autour de la planète. Donc le risque, c'est la collision. Donc pour ça, évidemment, il faut éviter les collisions, il faut surveiller les satellites et pouvoir manœuvrer comme ça a été dit. Et puis la quatrième cause, c'est évidemment, j'ai envie de dire la plus stupide, parce qu'elle est liée vraiment à l'activité humaine et c'est volontaire, c'est la destruction de satellites dans l'espace. Donc certains pays, vous voyez, la Russie, les USA, mais aussi l'Inde et la Chine, ont voulu montrer à un certain moment de leur histoire qu'ils savaient détruire des satellites dans l'espace. Et pour ça, pour démontrer ça, ils ont commencé par détruire les leurs, évidemment, donc par déclarer les guerres pour montrer ça. Et donc ils ont détruit des satellites dans l'espace. C'est pas très grave si vous visez un satellite qui a une orbite basse, très basse, parce que les débris générés vont rentrer assez rapidement. On vous a donné des exemples dans le film en disant 500 km, moins de 25 ans. En fait, c'est beaucoup moins. Quand vous êtes à 400 km, vous rentrez en un an. En un an, 2 ans, les débris sont rentrés. Par contre, quand vous êtes à 800 km, effectivement, ça a été dit, c'est 200 ans. Donc si vous tapez un satellite qui est à 400 km, dans 2 ans, grosso modo, il n'y a plus de débris. Voilà, c'est embêtant pendant 2 ans, mais c'est tout. Si vous tapez par contre un satellite à plus de 800 km, pendant 200 ans, vous allez avoir vos débris qui vont orbiter autour de la planète. C'est ce qu'ont fait malheureusement les Chinois avec la destruction de Fengying 1C en 2007. Donc ça, c'est quand même un peu dommage, et évidemment, c'est à éviter. Alors les nombres, alors là pareil, j'ai fait un petit dessin animé pour vous montrer quelque chose qui est anxiogène là aussi, et pour vous montrer qu'effectivement, le nombre de débris, il augmente. Vous voyez, je fais défiler le nombre des années. Là, vous avez à gauche les débris en orbite basse de moins de 1 cm, et puis de 10 cm, pardon, et puis à gauche, à droite, ceux en orbite géostationnaire de plus d'1 mètre. Et évidemment, quand on fait défiler le temps, on se rend compte que le nombre de débris augmente énormément avec l'activité spatiale. Voilà. Mais c'est cette courbe qui montre en fait l'évolution du nombre des objets dans l'espace et des débris. Donc le total des objets, c'est la courbe marron. On voit en pointillé rose, c'est les débris liés aux fragmentations. La courbe bleue, c'est les satellites eux-mêmes, les objets spatiaux.
Et puis en vert, il y a les lanceurs, etc. Mais si vous voulez regarder la courbe marron, vous voyez bien qu'il y a une augmentation qui est liée à l'augmentation de l'activité, que finalement les étages de lanceurs en bas et les débris faits par les missions spatiales, eh ben, ça plafonne. Et ça, c'est lié aux actions qui sont décidées dans les différents pays pour limiter le nombre de débris. Et par contre, vous voyez que le Fenwick, c'est-à-dire c'est la destruction du satellite chinois qui a fait cette grosse marche d'escalier, la deuxième en partant du haut en 2007. Et puis après, vous avez la fameuse collision Iridium-Cosmos aussi, que je vous ai montré, qui a fait la deuxième marche d'escalier. Et on n'est pas complètement blanc sur ce schéma, puisque vous voyez qu'on a Ariane V16, là, c'est la petite bosse qui est dans les années 88, 88. C'est une explosion d'un étage Ariane. Il n'y a pas que les satellites qui peuvent exploser, il y a aussi les étages qui sont satellisés. Et un des étages Ariane a explosé en 88 et ça a créé cette bosse. Mais on voit quand même que les fragments et les débris, c'est principalement des risques de collision et puis évidemment la destruction volontaire de satellites dans l'espace et avec les explosions spontanées. Alors, ouais, vous voyez le nombre de débris là de plus de 10 cm, 29 000 débris, vous voyez rapidement l'origine des débris. Évidemment, ce nombre il est beaucoup plus grand si on diminue la taille. Au-dessus de 1 cm, on estime, parce qu'on ne les voit pas tous là, à 1 million le nombre de débris en orbite basse, et plus grand que 1 mm, 200 millions de débris. Donc c'est effectivement un très grand nombre. Alors ce qu'on ne dit pas bien dans le film aussi quand même, parce qu'on fait souvent des amalgames en disant mais ça va à 7 km/s, alors une toute petite bille, ça va à 7 km/s, ça fait des dégâts très, très importants. C'est vrai si vous avez des orbites séquentes. Et souvent, les orbites et les débris, ils bougent avec les satellites. D'ailleurs, vous avez vu l'astronaute qui perd ses outils, là. À un moment où elle perd ses outils, ça ne se transforme pas en un truc qui va à 7 km/s et qui lui saute dessus. Parce qu'elle-même, elle est à 7 km/s, donc elle avance avec ses outils, et donc ça diminue fortement quand même le risque sur les orbites, c'est-à-dire que les débris vont dans le même sens. Les collisions que vous avez vues qui créent beaucoup de débris parce qu'elles sont à grande vitesse, comme Iridium et Cosmos, c'est des collisions suivant des orbites séquentes. Et pour que ça se passe, ça arrive, et c'est arrivé, mais quand même, la probabilité est extrêmement plus faible. Donc même si c'est pas parce que ça va à 7 km/s que c'est forcément dramatique, si vous-même vous allez à 7 km/s. De la même façon, dans le film, il a été dit à un moment donné, c'est la personne de Léo Labs. Mais Léo Labs, ils font leur business aussi avec la cartographie des débris qui vous dit il y a un objet qui est passé à 5 km à 7 km/s à 5 km, et à 5 km à 7 km/s, mais vous êtes à tout près d'un terrible accident. Bon, je ne sais pas si je vous dis qu'à 5 km de la Ciotat va passer un avion, un bus, n'importe quoi, même à 5 km/s, ça ne va pas nous faire bouger ici. Donc il faut relativiser tout ça quand même. Hein. Donc voilà, on suit tout ça, mais il faut relativiser, il ne faut pas se faire peur. Il y a des gens qui ont intérêt aussi à faire peur, donc c'est pour ça que je voulais aussi vous donner des ordres de grandeur et des chiffres. Alors c'est vrai que le nombre de satellites lancés par an et le nombre de lancements augmente beaucoup. Vous voyez juste là en 5 ans, entre 2017 et 2022, 86 lancements sur l'année 2017, 179 en 2022, donc 2 fois plus. Par contre, les satellites, et on a des satellites qui sont plus petits aussi, et les capacités de lancer plus de satellites. Donc là, par contre, 400 satellites en 2017 et 2269 en 2022. Il n'y a pas longtemps, moi je me souviens, il y a quelques années, on disait grosso modo qu'il y avait 2000 satellites actifs dans l'espace. Aujourd'hui, on est à plus de 9000, et vous n'êtes pas sans savoir, on va en reparler, que les méga-constellations, notamment Starlink, c'est 40 000 satellites sur une méga-constellation. Donc évidemment, l'activité augmente de façon exponentielle. Alors justement, quand on parle de nombre, ça aussi c'est une image que vous avez vue dans le film, c'est ces traînées que certains ont dû voir, parce que l'été, quand on est dehors, on regarde le ciel, on a des chances de voir ça après des lancements de Starlink. Donc ça, c'est effectivement les lancements de 60 satellites de la méga-constellation Starlink qui sont lancés sur un seul lancement. Donc ils restent sur le même plan, mais ils se déphasent petit à petit, donc ils s'éloignent petit à petit, et juste après le lancement, ils sont donc très proches l'un de l'autre,
et ça crée ces traînées de satellites qui sont sympas à voir, qui sont intéressantes, mais qui sont quand même inquiétantes quand on mesure l'augmentation du nombre de satellites lancés. Juste pour vous donner un message aussi par rapport à ça, on pourra en reparler lors des questions. Je ne crois pas, moi, que ces méga-constellations soient une nécessité. On travaille sur des constellations en Europe pour faire de la télécommunication institutionnelle, privée, avec des opérateurs de télécom, etc., avec une grosse constellation de la Commission européenne qui s'appelle Iris-Square et qui va être décidée dans les semaines qui viennent. C'est des constellations qui répondent aux besoins et qui font 300-400 satellites maximum. Donc ça n'a rien à voir avec 40 000 satellites. 40 000 satellites, c'est quand on veut faire de la space dominance, donc on veut occuper le terrain dans tous les sens du terme. Et puis quand on préfère faire des satellites moins chers, moins fiables du coup, mais du coup qui peuvent tomber en panne et devenir des déchets, en plus grand nombre, parce que c'est quelque part plus facile et qu'on a la capacité de les lancer, comme la société évidemment, SpaceX a la capacité de les lancer avec ses lanceurs. Donc c'est un choix, et on n'est pas obligé de faire ce choix-là. Et je crois que ça, il faut en être conscient, il faut être conscient de ça. En tout cas, en Europe, nous, on n'est pas volontairement orienté vers le développement de ces méga-constellations. Alors les conséquences, je vais aller vite parce qu'ils en ont parlé. Évidemment, les dégâts sur les panneaux solaires avec nos satellites, les dégâts potentiels, c'est jamais arrivé, mais ça pourrait arriver sur des astronautes en sortie extravéhiculaire. Les impacts hyper vitesse que vous avez vu avec Pierre O'Malley là, qui expliquait ça dans son labo dans le Lot. Les risques de collision au lancement. Vous avez vu dans le film, ils ont parlé d'un nuage, d'une explosion qui s'était passée sur un satellite, et il y avait un nuage de débris qui se baladait, et ils devaient prendre des décisions pour manœuvrer ou pas, et les cosmonautes de l'ISS avaient été envoyés dans leur vaisseau. Ces jours-là, nous, on avait un lancement depuis Kourou, et le lanceur était sur son pas de tir, on était 10 heures à peu près avant le lancement, quand on a appris qu'il y avait eu ce nuage qui se baladait, bien évidemment, on s'est dépêché de faire tous les calculs. C'est là, il faut savoir où sont les débris et quelle vitesse ça va, etc. Vous avez vu qu'après une explosion, une collision, les débris ils restent autour de l'endroit où s'est passée la collision. Enfin, ils continuent à bouger avec l'orbite, mais ils restent dans un endroit relativement... Enfin, c'est une masse de débris qui bouge autour de la Terre. Donc on peut les localiser. Et donc on doit décider rapidement, est-ce qu'on lance ou pas, est-ce qu'on a une probabilité de rentrer dans le nuage de débris suivant l'heure à laquelle on lance, est-ce qu'on décale l'heure de lancement ou pas. C'est des choses qui peuvent se passer, qu'on a eu à traiter il y a quelques temps. Et puis là aussi, ça a été montré dans le film, hein, c'est les retombées au sol. Donc ça, c'est extrêmement rare parce que d'abord, la majorité des masses des satellites, même des vieux satellites, se consument dans l'atmosphère avant de toucher le sol. Que aussi 70% de la surface de la Terre est couverte d'océans, donc en général ça tombe dans les mers et les océans quand il y a des morceaux qui arrivent au sol, et que même sur les terres émergées, il y a très peu de zones finalement sur la planète qui sont densément peuplées, et donc c'est assez rare de voir arriver des débris au sol, mais ça existe, et on a plusieurs exemples quand même de débris qui sont arrivés jusqu'au sol. Vous avez là plusieurs exemples de rentrée avec des objets qui ne sont pas si petits que ça quand même. Donc, bon, ça arrive au sol à 250 km/h. Si vous le prenez sur votre maison, ça peut faire des dégâts. Là, évidemment, les actions qui sont prises, c'est de construire les satellites, et aujourd'hui on les construit, soit avec des matériaux qui permettent aux satellites de brûler complètement dans l'atmosphère quand ils rentrent, et donc il n'y a rien qui arrive au sol. Soit, quand on ne peut pas le faire, il y a des satellites comme SWOT, qui a été montré un satellite du CNES, où on ne peut pas construire avec des matériaux qui rentrent, qui se dégradent en rentrant. Alors on décide de faire une rentrée pilotée, c'est-à-dire qu'il faut garder plus d'ergols à la fin de la vie du satellite, il faut avoir des capacités motrices, des moteurs qui sont capables de pousser fort, et si vous freinez fort votre satellite à la fin de sa vie, quand vous avez décidé de le faire, vous pouvez viser un point sur la planète où il va rentrer. Et donc en faisant ça, on vise en général le Pacifique Sud, qui est la zone où il y a le moins de monde là, pour le coup de la planète, et on fait rentrer notre satellite sur le Pacifique Sud, ça s'appelle une rentrée pilotée. Pour ça, il faut avoir des moteurs qui vont bien et garder des ergols à bord. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous rentrez n'importe où sur la planète, parce que votre satellite il passe partout, vous rentrez n'importe où, et vous avez une entrée non contrôlée. Et là, on suit ça avec nos radars, depuis le sol, mais in fine, et même quelques heures avant la rentrée,
C'est un peu comme savoir où ça va tomber, c'est un peu comme prédire où va s'arrêter une toupie. Vous savez, vous lancez une toupie, puis elle s'arrête, mais c'est complètement erratique à la fin. Et vous ne pouvez pas déterminer où est-ce qu'elle va, dans quelle position elle va s'arrêter. Donc on ne sait pas. Et à la fin, on a une tâche, grosso modo, alors ce qui est bien, c'est qu'elle est très étroite, parce que l'orbite est bien précise. Donc c'est sur le plan d'orbite. Donc c'est une tâche à la fin qui fait 30 km de large, donc qui est relativement très fine, et qui fait 6000 km de long. Donc sur 6000 km, vous ne savez pas où vont retomber vos débris, donc c'est quand même assez inquiétant. On suit ça régulièrement. Alors ceci dit, là aussi, ça n'a pas été dit dans le film, mais pour contrebalancer ça, le risque d'accident sur un débris de satellite lancé par l'homme est moins important que le risque d'accident d'un météorite qui rentrerait, il y a des tonnes de météorites qui rentrent chaque année sur Terre, et donc la probabilité qu'on a de se prendre un météorite sur la tête est plus importante que la probabilité de prendre un débris lié de satellite. Donc il faut aussi expliquer que ça n'arrive pas tous les jours. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'accident létal lié à un débris spatial, donc on en a retrouvé, mais il n'y a jamais eu de mort liée à... Alors comment limiter le nombre? Je vais aller plus vite là parce que c'est un peu de temps pour les questions, mais c'est lié à ce qu'on a vu, c'est-à-dire que si vous voulez limiter, et je pense que c'est la première priorité, ça a été dit dans le film, et c'est vraiment très important, avant de se dire je vais aller enlever les débris, ce qui pose d'autres questions, il faut se dire, il faut limiter absolument le nombre de débris. Donc quand je lance un satellite, je fais en sorte que mes opérations libèrent le moins de choses à côté de mon satellite, et que si ça libère des choses, je sais les ramener au sol. Donc typiquement, le dernier étage des lanceurs, aujourd'hui, il se réallume et il rentre, donc à la fin, il n'y a plus que le satellite. Mon satellite, je fais en sorte qu'il soit le plus safe possible à la fin de sa vie, et que je sais le passiver, c'est-à-dire que je sais vider les zones sous pression, vider les batteries, pour qu'il n'y ait pas d'explosion possible. Et je sais le freiner, pour qu'il rentre, le mettre dans des couches relativement basses de l'atmosphère, pour qu'il rentre tout seul dans le temps, et si possible en quelques années. On a une règle qui est des 25 ans, qui n'est plus vraiment à jour avec les méga-constellations, mais avec les populations de satellites qu'on avait avant les méga-constellations, on se disait que ce qui régulait bien les débris, c'est d'obliger les gens, les opérateurs, à faire rentrer leurs satellites dans les 25 ans qui suivaient la fin de vie du satellite. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut déjà des actions avec des moteurs pour freiner le satellite et le mettre sur une orbite plus basse pour qu'il puisse rentrer dans 25 ans. Et on est en train de réfléchir à limiter cette durée, faire rentrer les objets plus vite, parce qu'il y en a plus, et notamment sur les méga-constellations. Et puis concevoir nos satellites pour qu'ils brûlent complètement dans l'atmosphère, comme je l'ai dit, pour qu'au sol il reste pas de débris quand ils arrivent au sol. Pour les satellites qui sont à 36 000 km, donc pas ceux qui sont en orbite basse, ça a été dit dans le film aussi, ce qu'on fait, c'est pas on ne peut pas les faire rentrer sur Terre parce qu'ils sont trop loin et c'est beaucoup trop d'énergie. Il faudrait presque un lanceur pour les faire rentrer, mais c'est au contraire les réorbiter, donc on les envoie plus loin, on les remonte de 300 à 500 km sur des orbites dites cimetières qui, elles, ne sont pas utiles, et ces satellites sont là pour l'éternité, pour le coup, là, jusqu'à ce qu'on aille les chercher un jour avec des technologies qui permettront d'aller les chercher, parce qu'on aura progressé au niveau de nos technologies, mais pour l'instant, on les laisse là. Les lois, ça a été dit aussi, on est un des seuls pays, parce qu'il y a plusieurs pays qui ont des lois spatiales, mais elles sont très différentes. Il y a par exemple des lois spatiales qui obligent les opérateurs à répondre aux enjeux du pays. Bon, ça fait pas grand-chose pour les débris. On est un des premiers pays à avoir décrété une loi spatiale pour obliger les opérateurs de lanceurs, qui lancent depuis Kourou, et les opérateurs de satellites, qui opèrent leurs satellites depuis la France, d'avoir des bonnes règles de pratique, d'avoir conçu leurs satellites de la bonne façon, et quand ils rentrent au sol, soit ils se détruisent, soit il faut une rentrée pilotée, on vérifie les disponibilités, donc on a quelques personnes assermentées. Moi j'ai dans mon portefeuille une carte de police qui me permet de dresser des contraventions à ceux qui ne suivent pas les règles du spatial. Et on peut comme ça, on régule l'activité des opérateurs français sur le spatial. Par contre, on voit tout de suite le problème, c'est que c'est une loi française, et que on régule les Français, et si à côté ils peuvent faire ce qu'ils veulent,
ben, ils sont quelque part avantagés par rapport aux Français qui doivent suivre les règles. Donc le problème, il est bien d'avoir une régulation internationale. Combien de temps? 5-10 minutes. Ouais, ben alors je vais... Donc, je fais tellement rapidement. Donc, ça, la loi française, c'est compliqué. Je n'avais pas prévu de vous décrire ça de toute façon, mais pour expliquer que c'est quand même quelque chose, une loi qui est compliquée à mettre en œuvre, que les mesures de prévention, ça fonctionne, et on commence à voir, vous voyez la barre verte, c'est les mesures actives qui ont été prises en fin de vie des satellites. Et au début, évidemment, il n'y avait rien du tout. Et maintenant, quand même, il y a la moitié des mesures qui sont réussies et qui sont efficaces. Donc ça bouge quand même au niveau international. Vous dire qu'on a créé quand même au niveau international aussi un Inter-Agency Debris Committee, IADC, qui permet de réguler les bonnes pratiques. Alors c'est loin d'être pour l'instant une loi mondiale, mais ça permet de réguler les bonnes pratiques entre toutes les agences, et toutes les agences, même les Chinois qui ont détruit leurs satellites, les Russes, les Américains, les Ukrainiens, les Chinois, les Français, les Allemands, sont autour de la table et discutent des bonnes pratiques aujourd'hui pour gérer cette problématique des débris. Donc ça existe et ça fonctionne, même si ça ne fait pas force de loi. Et puis ensuite, on a évidemment tous nos moyens pour surveiller les débris, parce que tout ce qu'on vous a montré là, c'est des vraies données, quoi. C'est pas du film, c'est des vraies données de débris qui sont suivies depuis le sol. On suit tous les débris qui font entre plus de 10 cm tous, entre 1 et 10 cm quelques-uns, depuis le sol, avec des satellites optiques, avec des télescopes optiques, les tarots, avec des lasers, vous l'avez vu dans le film, avec du RF, c'est-à-dire qu'on suit tous les satellites qui émettent en radiofréquence, on sait exactement où ils sont aussi, ça permet de coupler les informations, et puis les radars. Vous avez vu, on a un gros radar militaire en France qui s'appelle le GRAV et qui permet de suivre tous les débris, là aussi, de plus de centimètres dans l'espace et de les suivre de façon active. Donc ça, c'est la cartographie de nos moyens au sol. Et évidemment, la collision avoidance, donc la coordination des opérations, c'est quelque chose qui est devenu une réalité. Alors là aussi, dans le film, ils vous disent on avait une manœuvre tous les ans, maintenant on a un 20. Alors on en déduit qu'il y a 20 fois plus de risques qu'avant. C'est pas vrai, c'est qu'on a aussi beaucoup plus de satellites qui sont suivis, et donc on déclenche plus de manœuvres parce qu'on suit plus de satellites. Mais tout le monde manœuvre, donc ça nécessite une coordination mondiale. Et quand vous avez deux objets qui se rapprochent, et ça a été dit aussi, là, il y a 7000 risques qui nous arrivent par jour. 7000. Évidemment, on ne va pas manœuvrer 7000 fois par jour, et puis il n'y a pas de raison. Et toute la difficulté, et toute l'intelligence, et tout le savoir-faire, on est un peu à la pointe dans le monde avec les Américains et quelques autres, c'est ces 7000 alertes par jour, d'en déduire 20 cas par an, où il faut vraiment manœuvrer les satellites. Donc c'est très faible par rapport à ça. Et si vous ne faites pas ça, vous envoyez des ordres n'importe comment, n'importe quand. Pendant un moment, quand même, au tout début, on a mis ça en place, on se demandait si on manœuvrait, on était sûr de manœuvrer dans le bon sens. C'est pas tout de manœuvrer, mais est-ce que vous diminuez vraiment la probabilité de collision ou pas, etc. Et quand vous êtes en risque de collision avec deux objets qui peuvent manœuvrer, par exemple un Chinois, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, et un Européen, eh bien, il faut se coordonner, parce que si vous manœuvrez tous les deux dans le même sens, ça ne le fait pas, quoi. Et donc, il n'y a pas très longtemps, on m'a appelé à 23h en me disant Lionel, demain à 10h, on a un rapprochement, un risque de collision important. On appelle les Chinois, ils ne répondent pas, ou ils nous disent que celui qu'on a eu nous a dit que ce n'est pas son problème et qu'il n'était pas responsable de ça. Donc on n'arrive pas à se coordonner pour... Donc on a tous ces mécanismes. Est-ce que tu connais un Chinois appelé? Bien sûr, les chefs de l'agence spatiale chinoise, mais l'appeler la nuit pour ça, c'est pas forcément le bon truc. Donc on a tous ces mécanismes à mettre en place pour faire une espèce de code de la route mondiale, et puis une coordination et de l'anti-collision efficace pour éviter les collisions, comme vous avez vu, entre Iridium et Cosmo. Voilà, je suis désolé, j'ai été évidemment trop long, ou pas assez, j'en sais rien, ou trop rapide, mais je voulais vous donner ces chiffres pour justement vous dire de l'intérieur du CNES, puisqu'on est quand même l'agence française spatiale à la pointe de ce qui se passe au niveau de ce sujet des débris. Vous dire à la fois que oui, c'est un vrai sujet, et on est très attentif à ça. Oui, il y a des risques d'augmentation de ces problèmes, à cause notamment de gens qui lancent des dizaines de milliers de satellites dans l'espace, et qu'il faut réguler tout ça au niveau mondial, mais que non plus c'est pas la catastrophe pour demain, c'est pas si dramatique que certaines images, que certains discours veulent bien laisser penser. Alors le dernier truc que je ne vous montrerai pas, mais vous avez vu dans le film, c'est l'active débris removal, c'est-à-dire dire on va nettoyer les orbites, et on va envoyer des missions pour nettoyer les orbites. Pour moi, c'est une arme efficace, mais à manier avec précaution, parce que
D'abord, les industriels, ils sont fanats de ça. Hein. On vous a dit 100 millions d'euros pour enlever un objet. Donc, il y en a plein quand même à enlever. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Mais ça laisse penser quand même que si on sait enlever efficacement les débris, on peut en créer. Il n'y a pas de problème, on peut les créer puisqu'on va les enlever après. Donc, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est très grave. Première priorité, c'est de ne pas en créer. Et puis, ça peut laisser certains penser que le business, c'est qu'il y ait des débris. Donc, c'est pas si mal que ça qu'il y ait des débris. Donc, ça aussi, c'est assez piégeux. Et donc il faut être très très prudent par rapport à ça. On travaille sur les technos, ça vous a été montré au niveau européen, au niveau français, on a les technos pour faire ça. Il faut manier cette arme avec précaution parce que c'est un peu à double sens. Bon, voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur les débris spatiaux ce soir et je vais prendre quelques questions parce que je vais... Oui. C'est à 6 heures. Oui, mais il faut le temps que les gens sortent. Deux questions. Alors très rapidement, moi je voulais comprendre qu'est-ce qui détermine le sens de l'orbite. J'ai cru voir que la plupart des choses vont dans le même sens, mais qu'il y en a qui sont effectivement séquentes. Et est-ce qu'un petit objet peut aller à la même vitesse que la station ISS par exemple? Oui, alors il y a les orbites, elles ont différentes inclinaisons. Quand vous avez une orbite, elle est toujours fixe à une inclinaison par rapport à la Terre. Vous avez des orbites polaires, qui sont héliosynchrones, et vous avez des orbites inclinées. Ça dépend beaucoup de la position des antennes sol du pays qui veut contrôler son satellite. Par exemple, les Chinois, ils inclinent les orbites parce que pour passer sur la Chine, c'est plus pratique d'avoir une orbite inclinée qu'une orbite polaire. Par contre, une orbite polaire, c'est plus intéressant. Donc oui, vous avez des orbites qui sont séquentes, elles ne sont pas toutes alignées pareil. Et oui, des petits objets, ça peut aller... La vitesse n'a rien à voir avec la taille de l'objet. Donc des petits objets peuvent aller aussi vite qu'il faut aussi. Normalement, on tire vers l'est parce que vous utilisez la vitesse de la Terre pour accélérer. Donc toutes les orbites inclinées sont tirées vers l'est en général. Il y a quelques orbites, mais en héliosynchrone, donc en orbite polaire, vous pouvez tirer un peu plus. Ce que je vous propose, c'est qu'il y a une salle au premier étage, parce que c'est passionnant, et on aimerait vous poser 25 000 questions. Donc, tous ceux qui ont des questions, je les invite, elle est libre, la salle là-haut. Donc, continuez à discuter avec Lionel, parce que c'est génial.